Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. De la neige et des traîneaux, du sang et des larmes et un peu de balalaïka. C'est en Russie que Franck Ferrand nous entraîne aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Vous avez oublié la vodka. Bonjour Julia, bonjour à tous. La Russie dont nous allons parler aujourd'hui est tout de même très occidentalisée, disons-le. Elle revêt l'aspect d'une superbe ville d'Europe transplantée sur les bords de la Neva. C'est en effet un voyage dans l'histoire de Saint-Pétersbourg que je vous propose. Voyage en compagnie d'un guide expérimenté. Ah oui, cette ville de Péter, comme l'appellent ses habitants, n'a en effet aucun secret pour lui. Vladimir Fedorovski sera notre Cicérone au pays des tsarines et des ballerines, des Galitsines et des Raspoutines, et puis de Lénine aussi. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a deux villes en Occident qui possèdent le pouvoir très rare de vous happer, de vous emporter de cœur et d'âme dans leur univers. L'une est Venise, l'autre Saint-Pétersbourg. Alors j'ai déjà consacré à l'une et à l'autre un certain nombre d'émissions, mais sans craindre jamais d'épuiser le sujet, loin de là. Ces deux villes ne se visitent pas, me semble-t-il, de la même façon. À Venise, je conseillerais aux promeneurs d'oublier les plans, les guides et même les indications par téléphone et de s'abandonner sans restriction à l'errance et à la découverte spontanée, quitte à se documenter après, au retour, pour creuser un peu les choses et approfondir. Il n'en va pas de même de la grande cité du Nord. Les rives de la Neva ne se livrent pas aussi facilement que celles de la lagune, et il est bon, pour en goûter toutes les saveurs cachées, de se faire accompagner et même précéder d'un Cicérone averti. Je n'en connais pas pour ma part de plus indiqué que, comment l'appeler, le plus parisien des Russes de la côte normande, notre ami Vladimir Fedorovski, qui, il y a 2 semaines, est venu nous parler déjà avec tant de feu de Salvador Dali et de son égérie Gala. C'est à lui que j'ai demandé de nous ouvrir les portes souvent closes de ces palais. Quand je dis de ces palais, évidemment tous ceux qui sont dans la ville elle-même, mais tous ceux qui se trouvent aussi à la périphérie de Saint-Pétersbourg, car c'est un des charmes de cette cité que de posséder ces parcs et ces palais extraordinaires sur toute une très grande périphérie. De nous pousser les portes des grilles de ces monastères, de ces académies russes, tout empreintes encore des souvenirs mêlés de Pierre le Grand, d'Élisabeth, de Rastrelli, de Tchaïkovski et de Nabokov. Dans son dernier album illustré, La magie de Saint-Pétersbourg, Vladimir nous propose un voyage temporel dans la cité, c'est-à-dire qu'on ne se promène pas seulement le long des canaux, le long de la Fontanka, sur la perspective Nevski, mais qu'on se promène aussi tout au long des siècles. Saint-Pétersbourg, cité idéale, issue des marécages au tout début du siècle des Lumières, sortie de là par la volonté d'acier du tsar Pierre. Saint-Pétersbourg, naguère Léningrad, jadis Pétrograd, avec ses immenses façades bleues, vertes, jaunes, si lumineuses, rythmées de péristyles à très hautes colonnes blanches, Saint-Pétersbourg aux rives de la Neva, à la fois paresseuse et fière, avec ses avenues si larges, enneigées en cette saison. J'ai vu les deux, c'est un bonheur de découvrir Saint-Pétersbourg à la fois sous la neige, sous la glace, complètement enseveli de blanc, et puis de blanc parfois un peu crasseux évidemment parce qu'il y a une circulation en même temps, et puis de la découvrir en plein été au moment de ces nuits blanches qui la rendent presque irréelle, extraordinaire perspective qui peuvent vous étourdir lorsque vous levez les yeux vers ces frontons sculptés qui se découpent sur un ciel tendre comme de la soie tendue au ton pastel, et puis des arcs de triomphe, des portiques monumentaux, des statues, des canaux enveloppants qui vous prennent au ventre, des églises coiffées de dômes à bulbes couverts d'un or étincelant au soleil. Oui, c'est cela, une ville bleu ciel
souvenir d'un lieu cher, car aujourd'hui, avec Franck et son invité, nous vous emmenons en voyage au cœur de Saint-Pétersbourg. Franck Ferrand sur Europe 1. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre premier invité sur Europe 1, Vladimir Fedorovski, qui est diplomate lors des grands bouleversements à l'Est, écrivain russe le plus édité en France, auteur de plusieurs best-sellers internationaux, notamment récemment de La magie de Saint-Pétersbourg, Promenades insolites et splendeurs éternelles aux éditions du Rocher. Cher Vladimir, bonjour. Cher Franck, bravo. Est-ce que Je suis absolument, vraiment étonné. Je dirais, vous m'avez ébloui surtout par votre texte. Oh, c'est la ville qui est extraordinaire. C'est la ville qui nous envoûte. Est-ce que le traîneau est prêt Le traîneau il est attelé prêt. Le traîneau est prêt depuis longtemps, pour vous dire. Et vous avez eu l'amabilité de mentionner La magie de Saint-Pétersbourg que je viens de sortir au Rocher. Pour être franc, c'est pas seulement l'album, c'est une inauguration d'une nouvelle collection. Quand je dis album, c'est un livre illustré. Illustré, Voilà, illustré. C'est au fait, c'est le texte que j'ai mûri et j'ai hésité de le publier pendant longtemps. Mais les temps sont tristes, vous comprenez, la médiocrité politique, la tristesse de oui, il faut rêver. On est dans une époque où il faut rêver. Cette période, les guerres, tout ça. Alors j'ai voulu faire plaisir au lecteur, que ça vienne de mes tripes. Vous nous offrez en quelque sorte un Saint-Pétersbourg pour Noël. Les Anglais disaient A Christie for Christmas. Vous, c'est un Saint-Pétersbourg pour Noël. Et c'est vrai que c'est une ville qui se prête assez bien à cette atmosphère-là du reste. Il y a, à mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Vladimir, il y a un auteur qui a divinement parlé de la fin de la Saint-Pétersbourg impériale dans ses mémoires, dans son autobiographie qui s'appelle Autre rivage. C'est Vladimir Nabokov qui a su transmettre cette magie que vous aussi, vous nous apportez à travers les pages de ce beau livre. Alors, si vous êtes d'accord... Nabokov, extraordinaire. Mais je vais vous citer. Chagall m'a dit, j'ai rien inventé. Tout se trouve dans les façades de Saint-Pétersbourg. Le gris, le fuchsia, les couleurs inattendues sur l'étoile de fond des neiges éternelles de la Russie. C'est les choses qui sont étonnantes. Saint-Pétersbourg, 300 ans seulement. Et ça a créé la légende. Et votre texte, vous êtes poète, je ne vous cache pas, et vous avez très bien senti que c'est lié avec les gens qui ont marqué Saint-Pétersbourg. Les Russes disent les murs gardent la mémoire. Alors, les murs gardent la mémoire et il nous fait promener. Et pour commencer, on va commencer par les débuts de l'histoire de la ville, c'est-à-dire le rêve de ce tsar incroyable, de Pierre le Grand, qui, alors, il faut quand même expliquer en 2 mots que Pierre le Grand est arrivé au pouvoir dans des conditions très compliquées, que ça n'a pas été facile pour lui. Il a dû s'imposer littéralement et s'imposer aux boyards et s'imposer au pouvoir russe avant de devenir le grand tsar qu'on connaît. Hein. Absolument, absolument. Tout d'abord, les gens ont oublié qu'il y avait au début du règne de Pierre le Grand, il y avait un deuxième tsar. C'est ça, un co-tsar en fait. Ils étaient deux demi-frères. Il y avait une régente, sa demi-sœur Sophie. C'est une histoire... Méchante femme. Elle était énorme. On disait que c'est l'ambassadeur de France à Moscou à l'époque qui disait qu'elle était aussi grosse que l'aide et elle avait même, disait-on, de la moustache et de la barbe, la pauvre Bien sûr, Tsarevna Sophie. Vous savez, les diplomates, si vous lisez les choses, ils exagèrent. En même temps, c'était une occidentaliste, c'était une sorte de préparatif des réformes de Pierre le Grand. Mais Pierre le Grand, vous avez utilisé le mot qu'il fallait. Incroyable. J'aurais rajouté extraterrestre. Ah oui. Parce que il ne devait pas venir comme ça, avec ce désir de transformer la Russie, de faire de la Russie une sorte de pays européen. Il disait même le centre de l'Europe. Et le premier guide que j'utilise, c'est un endroit très particulier, cette fois-ci à Moscou. Ça s'appelait Nemetskaya Sloboda en russe, si on permettait, les gens venus d'ailleurs ou le faubourg des Allemands. C'était habité par les pirates. La Sloboda, on dit. Sloboda, oui, mais ça, vous êtes un fin linguiste et vous connaissez le russe, mais quand même, les gens très bizarres. Et parmi eux, il y avait un francophile et francophone d'origine helvétique, un certain Lefort, qui a proposé à Pierre de créer justement une sorte de fenêtre à l'Europe, créer le port
à Saint-Pétersbourg. Pour lui, c'était important d'avoir la fenêtre. Pierre, Il fallait un débouché sur la mer, en quelque sorte. Absolument. C'est-à-dire que la demi-sœur de Pierre le Grand, la Tsarevna Sophie, avait eu l'idée qui était assez démagogique et qui était facile pour elle de se mettre en bon terme avec la Pologne et la Suède pour attaquer assez lâchement les Turcs. Pierre fait l'inverse et lui décide au contraire d'affronter directement la grande puissance montante de l'époque, qui d'ailleurs est le concurrent direct de la Russie. C'est ce royaume de Suède qui à l'époque n'est pas seulement ce qu'on connaît aujourd'hui, qui était on pourrait parler de toute la Scandinavie quasiment. Et la Suède de Charles XII, c'est le grand danger pour la Russie. C'est ce danger que va affronter Pierre le Grand à la bataille de la Poltava, qui sera la grande victoire en 1709 et le début de cette superpuissance qu'est devenue la Russie. Or, quelques années avant, l'idée de Pierre le Grand, c'est d'aller construire sur la Baltique un véritable port qui soit un débouché sur la mer en même temps qu'une place forte face à la Suède. Absolument, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, avec quand même un autre symbole. Saint-Pétersbourg, c'est un changement aussi des époques, changement des mœurs. Pierre le Grand, il fait des choses tout à fait essentielles, la construction de Saint-Pétersbourg, les réformes, etc. Il fait les choses symboliques. Par exemple, autrefois, les Russes, ils ont porté tous les barbes. Ils rasaient les barbes tout de suite. Les filles de boyards ne sortaient pas. Ils sortent tout de suite, ils s'habillent à la parisienne. Tout ça se change et change d'une manière absolument étonnante. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours en compagnie, Franck, de Vladimir Fedorovski. Et nous vous proposons aujourd'hui sur Europe 1 un voyage dans l'histoire de Saint-Pétersbourg. On apprend aux écoliers, évidemment, que le tsar Pierre le Grand a voulu réformer, occidentaliser les Russies, qu'il a fait raser, comme vous le disiez à l'instant, Vladimir Fedorovski, qu'il a fait raser les barbes des boyards. En vérité, c'est pas du tout amusant et rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, les oukases du tsar sont d'une très grande dureté et tous ceux qui refusent non pas seulement de raser leur barbe, mais de s'occidentaliser sont purement et simplement exécutés. Donc c'est quand même violent, Bien tout ça. entendu, mais Pierre, c'était un vrai monarque russe dans la tradition très cruelle. Et la construction de Saint-Pétersbourg, c'est au prix vraiment des centaines, des milliers de vies humaines. N'oublions pas que c'était construit dans les marais. Et puis, deuxième guide à côté de Pierre le Grand, si vous me permettez, ô combien important pour Saint-Pétersbourg. Parce qu'elle a donné, ça j'adore cette histoire. Je vais vous dire, Pierre le Grand, il brusquait les choses. À côté de lui, il y avait des gens inattendus. Un certain Menchikov, vous le connaissez, préféré de Voltaire, qui était vendeur à la sauvette, devenu prince sérénissime. Oui. Et Pierre le Grand venait, il aimait bien venir ici. Généralement, il portait ce manteau de renard argenté. C'était une tempête de neige. Il prenait et il jetait le manteau un peu mouillé. Et une servante, une esclave, rattrape ce manteau, peut-être avec un geste trop habile. Elle s'appelait Catherine, elle s'appellera Catherine parce qu'elle a pris ce nom, parce que Catherine, les jeunes aujourd'hui, si vous me permettez, j'utilise rarement ce mot, ils flashent. Et vous imaginez bien, il devient sa maîtresse, elle devient sa femme, elle devient la tsarine. Et elle va régner après. C'est-à-dire que cette ancienne esclave, cette fille de rien du tout, peu à peu, grâce à la simple volonté du tsar Pierre, va devenir elle-même impératrice de toutes les Russies. C'est extraordinaire. Ça. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Et à cette dame, nous devons quelque chose de magique. C'est elle qui a donné l'idée de construire près de Saint-Pétersbourg le village de Tsar, les résidences plutôt de l'été. Et c'est quelque chose... Rebaptisé Pouchkine par la suite. Par la suite, exactement. Je voudrais signaler, d'où viennent les difficultés quand je présente ça dans ce livre. Vous savez, mélanger l'architecture et ses histoires humaines. Mais Pierre le Grand, il savait le faire parce que l'apport des Français... Mais il y a un architecte dont il faut parler, c'est Leblond quand même. Leblond, quel architecte formidable. Il aimait quand même cet architecte, c'est un Français. Leblond, il a construit une ville idéale. Il voulait même raser Saint-Pétersbourg à un moment donné pour améliorer ses plans. Et ce qui est resté... Il va construire d'ailleurs une ville qui est tout à fait sur le plan de Versailles, c'est-à-dire c'est une patte d'oie avec 3 grandes avenues, dont celle qui, lorsqu'on est sur la place principale, celle qui se trouve le plus à gauche deviendra finalement la célèbre perspective Nevski. Mais ces 3 grandes avenues sont le cœur d'un plan rayonnant avec bien entendu des canaux comme à Amsterdam. Ça, c'est des vieilles réminiscences du tsar. Absolument, c'est le mélange
mélange. Et la particularité de Saint-Pétersbourg, on va en parler évidemment, c'est en quelque sorte un mélange tout à fait étonnant des apports français, le blond vous avez mentionné, les apports italiens, la tradition russe, etc. Il y a un endroit que j'aime beaucoup, et Pierre Legrand, il aimait réfléchir, il disait dans cet endroit, c'est Peterhof, qui est carrément la création de le blond. Et quand vous visitez Saint-Pétersbourg, il ne faut jamais oublier de visiter Petrodvorets, donc. Petrodvorets, absolument. Ces endroits, c'est vraiment des miracles. C'est des choses absolument étonnantes quand vous regardez ça. Mais la vraie créatrice de la magie de Saint-Pétersbourg, c'est paradoxalement, c'est ni Catherine Ier, la femme de Pierre le Grand, qui était essentielle, ni même Pierre. L'histoire, c'est une histoire très peu connue, mais je voudrais bien, si vous m'accordez quelques instants, de vous raconter, parce que c'est presque je préfère. C'est une histoire franco-russe. C'est une histoire d'un ambassadeur français qui a failli devenir le maître de la Russie. En fait, après Pierre le Grand, il y avait tout un siècle quand les femmes ont régné en Russie. Et oui. Il y avait 5 impératrices, 5 tsarines qui ont régné en Russie. Mais pour moi, la magie de Saint-Pétersbourg, telle que vous connaissez, c'est quand même lié avec Élisabeth, la fille de Pierre le Grand. Vous imaginez, en 1738 exactement, en Russie est apparu un personnage, disons, étonnant pour les Russes. C'était un séducteur du XVIIIe siècle. Une sorte de Casanova. Casanova, mais un beau parleur avec un bagou extraordinaire et en même temps quelqu'un qui brusquait les choses. Il a regardé de près les maîtresses des princes et il était envoyé en Russie dans une sorte d'exil doré. Et je dois vous dire que, retenez son nom, il s'appelait Lachétardy. Je retiens son nom et je retiens votre souffle, Vladimir, car nous parlons de l'aventure extraordinaire de Monsieur de Lachétardy dans un instant. La Hotte de Noël, Europe 1. Et je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer à la Hotte de Noël. Et pour tenter de gagner un iPod Touch 32 Go pour écouter notamment Europe 1 en podcast, s'il vous plaît. Pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe. Vous envoyez Julia, mon prénom, Julia, par SMS au 7 39 21, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous appelez le 39 21, 34 centimes d'euros la minute. J'espère que je vous porterai chance, sinon vous pouvez toujours m'écrire. Puis nous annoncerons, n'oubliez pas, le nom du gagnant à la fin de l'émission. À tout à l'heure. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et comme promis, nous vous retrouvons, Franck, en compagnie de Vladimir Fedorovski, pour évoquer maintenant sur Europe 1 la figure de Monsieur de Lachétardy. Parmi les personnages que nous fait découvrir Vladimir Fedorovski dans sa magie de Saint-Pétersbourg aux éditions du Rocher, il y a cet ambassadeur extraordinaire, ce marquis de Lachétardy, dont il avait tout juste commencé à nous raconter les aventures. Marquis de Lachétardy, vous savez qu'en Saint-Pétersbourg, et je vous signale pour les gens qui ont visité ou qu'ils vont visiter Saint-Pétersbourg, les nuits sont longues. Oui. Et vous dites les nuits sont longues, juste une toute petite parenthèse, mais pour les personnes qui ne seraient pas habituées à ces latitudes extrêmement nordiques, ça veut dire qu'à la saison où nous sommes, là en ce moment, le jour se lève aux alentours de 10h du matin, et encore quand ça va bien, et que vers 15h30, 16h, on commence à voir le jour décliner. Hein, plutôt vers 15h. Ouais. C'est une explication de ce côté très bizarre de l'âme slave. C'est ça. Mais bref, cet ambassadeur, il a organisé un coup d'État. Et il a placé sa copine, qui était la fille de Pierre le Grand, au trône de la Russie. Et après, il a commis quelques bêtises, il a raconté leurs prouesses, ses prouesses plutôt. Il s'est un peu vanté, disons-le, Lachétardy. Lachétardy, et les dépêches, ces dépêches ont été déchiffrées. Finalement, il était déclaré persona non grata. Je viens souvent dans son château, ça se trouve près d'Angoulême, à 60 km d'Angoulême. C'est un endroit absolument, vraiment, le château médiéval, 12e siècle, formidable. Et il répète sa dernière lettre. C'est merveilleux, mais ça me réconcilie avec l'esprit français. Il disait: je ne suis pas devenu son tsar, mais elle restait l'impératrice de mon cœur. Élisabeth, il faut le retenir, parce que tout ce que vous connaissez à Saint-Pétersbourg, c'est le baroque élisabétain, les Russes le disent, de l'Élisabeth. C'est l'alliance avec un génie absolu dans l'architecture. Répétons encore. Alors attention, là le grand nom qui va sortir. Absolument. Rastrelli, Bartolomeovitch Rastrelli, disent les Russes avec mon accent inimitable. Et je dois vous dire, Rastrelli, ça, c'est vraiment un génie absolu.
italien. Alors il était italien, oui. Italien, D'où russe, venait-il d'où Oui, c'est viennent les couleurs dont Chagall a parlé, que vous avez si bien parlé dans votre poème du début, je dirais, c'est pas un prélude, c'est un poème. Et c'est vrai que Rastrelli, il a su, encore une fois, tout est dans le cocktail, dans la mesure à Saint-Pétersbourg. Ça aurait pu devenir kitsch, mais c'est devenu l'œuvre géniale qui nous éblouit aujourd'hui. Et continue aujourd'hui d'éblouir tous les touristes, parce que Dieu sait que c'est devenu un pôle touristique majeur. Bien sûr. Et revenons à Tsarskoye Selo, ou finalement à l'Ermitage aussi, le palais d'hiver. Le palais d'hiver. Les deux endroits que je considère comme miracles, vraiment miraculeux, c'est l'Ermitage, c'est la colonnade à l'infini, et j'aime beaucoup ce palais de Catherine, d'ailleurs consacré, c'est pas consacré à Catherine II, c'est consacré à Catherine Ier, cette esclave qui est devenue tsar, à Tsarskoye Selo, avec cette salle absolument inimitable qui aurait pu vous rappeler la galerie de glace, mais ça va un peu plus loin. Le palais Catherine de Tsarskoye Selo, c'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux. Pour ceux qui ne connaîtraient pas parfaitement déjà Saint-Pétersbourg, ou qui tout simplement ne la connaîtraient même pas du tout, il faut expliquer que la ville est bâtie le long de la Neva, ce fleuve extrêmement large qui, à certains endroits, pourrait presque paraître déjà la mer. C'est vraiment très vaste. Et alors, vous avez sur toute la façade donc du nord de la ville, vous avez cette espèce d'extraordinaire ruban d'architecture 18e qui va du palais d'été en passant par le palais de marbre jusqu'au palais d'hiver qui est le siège du pouvoir impérial. Ou qui était toujours Rastrelli, vous voyez. Toujours Rastrelli, c'est incroyable. Et puis alors derrière, au-delà du palais d'hiver, qui est devenu le musée de l'Ermitage aujourd'hui, vous avez toujours, quand on va de plus en plus vers l'ouest, vous avez l'amirauté, avec cette flèche, l'amirauté qui est donc un immense bâtiment académique militaire, avec une immense flèche dorée. Qui ne blesse pas le ciel. Qui ne blesse pas le ciel, tout juste, tout juste. Et puis derrière encore, la célèbre statue, le cavalier de bronze représentant Pierre le Grand, qui est le héros tutélaire de la ville. Et puis, lorsqu'on prend les ponts et qu'on va vers l'île Vassilievski, on a cette forteresse extraordinaire, cette forteresse Pierre et Paul, dont la cathédrale sert aujourd'hui de nécropole à la famille Romanov. Bien sûr. Alors, nous en venons dans un instant à celle qui domine de sa haute stature tout le XVIIIe siècle russe, et qui en tout cas a été sans doute une des plus grandes souveraines de cette époque. On l'appelle la Grande Catherine. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et cette émission est une invitation au voyage le long de la Neva. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 à Saint-Pétersbourg. L'occasion aussi pour vous, Franck, d'évoquer les personnages extraordinaires qui ont marqué l'histoire de cette superbe ville en particulier et de la Russie bien évidemment en général. Elle était l'amie de Diderot, de Voltaire, un esprit philosophique qui se disait elle-même, j'ai lu ça dans une de ses lettres récemment, j'en suis resté pantois, elle se disait républicaine avant tout, mais, disait-elle, la République ne peut pas s'appliquer à la Russie car c'est trop grand, c'est trop désordonné et il faut des ordres forts et rapides. C'était Catherine II, personnage extraordinaire. Catherine II, je pensais que vous citez Poutine, mais enfin, c'est Catherine II. Catherine II que je préfère entre tous, je vais vous dire pourquoi, parce qu'elle était prémonitoire, c'était une Européenne avant l'heure. D'origine allemande, bien sûr, mais russe plus que russe, et quel francophile. Parce que pour notre récit et pour notre voyage imaginaire, c'est elle qui a mis quand même un tout petit peu de l'eau dans le vin de Rastrelli, parce que il aimait... De cet architecte italien. L'architecte italien dont on a parlé tout à l'heure, quand même, il aimait vraiment la rigueur du goût français et du classicisme français. L'apport de Catherine, c'est un apport tout à fait particulier pour notre histoire. Et j'aime raconter, disons, la magie de Saint-Pétersbourg à travers justement son histoire, et je préfère entre toutes. Élisabeth, elle a construit les palais. Rastrelli, il a créé le visage de la ville. Mais il fallait remplir ces palais des richesses. Et là, c'est une alliance entre Catherine et l'homme de sa vie, j'ai failli dire égérie au masculin, Potemkin, je voudrais bien répéter Potemkin. Catherine et Potemkin, ils ont été dénigrés plus que Dali par les critiques d'art.
on dit que souvent Catherine, mangeuse d'hommes, vous comprenez, mais Saline, elle a eu moins d'amants qu'une Française moyenne. Je vous assure. 11,5 pour une Française moyenne selon le dernier calcul. Enfin tous, elle a eu quand même un certain nombre d'amants célèbres. Et puis tous ceux qui ne sont pas célèbres du tout, qui ont été... Vous savez, pas tant que ça. C'est le 12 au total, c'est franchement pour être vraiment très précis. Mais il y avait cette histoire, elle rencontrait l'homme de sa vie à 44 ans. C'est un général de 38 ans. Pour être précis, il l'a rencontré quand il a pris le pouvoir en coup d'État. Et peut-être vous avez vu dans les films, elle passe à travers les rangées de la garde impériale, elle s'arrête et puis elle dit « Qui est-ce ? C'est ton lieutenant Potemkin ». Il retourne et lui dit « Il est trop beau pour être lieutenant », qu'on le nomme capitaine. Et une grande histoire est née, il faut dire qu'elle l'a convoqué 10 ans plus tard, et il devient son coéquipier, j'ai failli dire son cotsar, parce qu'ils vont se marier, mais pour notre histoire, ils ont joué un rôle tout à fait décisif pour remplir les richesses de ces palais par les tableaux et vraiment les collections extraordinaires. Au-delà d'un amant sans égal, écrivez-vous, Vladimir, qui êtes bien renseigné, Catherine avait décelé en Potemkin l'homme d'État et voyait en lui un soutien pour conduire la Russie vers de grands desseins. Sous l'instigation de ce dernier, son règne allait être marqué par de nombreuses réformes dans plusieurs domaines. Elle fit construire de nouvelles villes, réforma le gouvernement et l'administration, sécularisa les biens de l'Église, encouragea le développement de l'industrie et de la marine. Elle ouvrit également des écoles à travers toute la Russie, dont le célèbre Institut Smolny à Saint-Pétersbourg, destiné aux jeunes filles de la noblesse. Vous ne parlez pas des villages en carton que Potemkin faisait construire sur le... C'est une désinformation. Lisez mon ami, mon feu ami Volkov. C'est vrai que c'est une étiquette qui colle à Potemkin. Oui. Les villages un peu, disons, imaginaires pour embellir les façades de la Russie. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais ne discutons pas les villages. Retenons que c'est lui qui est à l'origine des grandes collections de l'Ermitage. Vous avez mentionné Diderot, de Lambert, Voltaire. On les présentait... Correspondants de l'impératrice. On les présentait dans les termes d'aujourd'hui, on peut oser, comme les agents d'influence même de Catherine. Mais les agents d'influence, pourquoi ? Pour chercher l'information ? Non. Pour chercher les tableaux, les Rubens, les Rembrandt. Et c'est comme ça que les collections de l'Ermitage, tous ces fascinante collection, et ça fait partie de la chose. Parce que quand vous étiez, mes amis souvent, quand ils ont visité Saint-Pétersbourg, on dit que c'est toujours pas assez. Il revient et il revient de nouveau et il revient de nouveau parce qu'on découvre les façades au début, puis les richesses de musée, puis les Russigneux, les Russigneux à la Dostoïevski. N'oublions pas. On va y venir à ça tout à l'heure, mais revenons déjà à ce personnage de Catherine qui, dès qu'elle accède au trône, dans des conditions très discutables, là encore c'est passionnant, un véritable coup d'État incroyable. Il ne faut pas oublier qu'elle est allemande, princesse allemande, bien sûr. Elle est princesse allemande, elle n'est pas de sang russe. Quand elle accède au trône et qu'elle devient l'impératrice de toutes les Russies, elle acquiert très vite, dès l'année suivante, 225 tableaux auprès d'un marchand d'art et négociant polonais qui s'appelle Gotzkowski. Et elle fait entreposer ces tableaux. C'est le début, c'est le noyau d'une collection qu'elle ne va cesser d'enrichir. Pourquoi fait-elle ça ? C'est pour satisfaire son propre goût de collectionneuse ou c'est pour enrichir une sorte de patrimoine dont elle sentait que la Russie était un petit peu... bien sûr, mais il y en a plusieurs choses. Il fallait construire la légende de Saint-Pétersbourg. Évidemment, en Catherine, c'était un marketing politique avant l'heure, pour vous dire. Évidemment, elle voulait avoir les plus beaux tableaux pour que la Russie soit considérée comme grand empire. Et elle s'impose, parce que n'oublions pas que sur le plan aussi militaire, Potemkin surtout a joué un rôle essentiel. Ils ont conquis les territoires turcs, etc. Il y avait le partage de Pologne. Bref, tout ça, mais évidemment, elle a construit le mythe. Parce que, je vais vous dire, la particularité de ces gens-là qu'on raconte, qu'ils ont été tellement volontaires, qu'ils ont connu de telles histoires d'amour, que ça passe. Ça passe paradoxalement à travers les siècles et Saint-Pétersbourg devient vraiment un endroit magique. Vous avez parlé du sang allemand. Vous savez que et quand il est arrivé en Russie, il a demandé
qu'on lui remplisse ses veines du sang russe. C'est extraordinaire. Il a appris la langue parfaitement, évidemment, même s'il préférait, quand même, dans les lettres inédites que je publie, il préférait écrire en français les lettres d'amour. Mais d'une façon générale, à la cour de Russie au XVIIIe siècle et même au début du XIXe, on parlait le français. C'était la langue de cour, comme dans toutes les cours d'Europe, du reste, à l'époque. Évidemment, mais Saint-Pétersbourg, c'est une ville russe, mais c'est une ville française aussi. Oui, bien sûr. Parce que l'apport des Français, on n'a pas le temps d'évoquer, par exemple, mais j'aurais pu faire toute une émission sur l'apport des Français au ballet. Oh là, le ballet, c'est aussi... On va venir à Marius Petipa tout à l'heure. Quand même, Marius Petipa, Tchaïkovski, évidemment. Disons qu'à la mort de l'impératrice, elle qui avait commencé par cet achat considéré comme massif de 225 tableaux, elle en possédait plus de 4000. Quelle histoire tout ça! Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Quel plaisir d'écouter ce concerto pour violon de Tchaïkovski sur Europe 1. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité Vladimir Fedorovski. Je rappelle le titre de son dernier ouvrage, La magie de Saint-Pétersbourg, promenades insolites et splendeurs éternelles. La couverture de cet ouvrage aux éditions du Rocher est extrêmement fidèle à ce qu'on peut ressentir. On est là, visiblement, au lever du soleil, au petit matin, avec une lumière extrêmement rosâtre qui vient caresser les façades et la flèche de l'amirauté. La magie de Saint-Pétersbourg, promenades insolites et splendeurs éternelles de Vladimir Fedorovski. Alors tout de même, Vladimir, quand on pense aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, évidemment qu'il y a Catherine II et Pierre le Grand et Rastrelli, etc. C'est tout le cœur, on pourrait dire que c'est tout le fond de cette cité. Mais ce à quoi on pense, nous, c'est Nicolas II, c'est la cour impériale des années 1900, c'est Fabergé et ses œufs somptueux, et puis c'est Dostoïevski, et puis c'est Tolstoï et Tchekhov, et puis... Et Pouchkine et comment surtout et Tchaïkovski. Et d'abord Pouchkine. On va venir à Tchaïkovski tout à l'heure. On a appelé ça l'âge d'argent, c'est ça? Le 19e, il appelle ça l'âge d'or. Pourquoi? Parce que Pouchkine, il crée la magie. Après, ça approfondit d'une manière absolument extraordinaire. Et après, il y a une période que je préfère, franchement. Et je reviens dans ce livre vraiment avec beaucoup de bonheur à cela, l'âge d'argent. L'âge d'argent, parce que j'ai eu les reflets de ça, avec les égéries, avec les gens de ballet russe que j'ai fréquentés autrefois. Tout ça, ça m'éblouit jusqu'à l'heure actuelle. C'est une période comme beaucoup de choses qui est beaucoup dénigrée. Il y a beaucoup de désinformations tout court dans notre siècle, mais sur la Russie, il y a encore beaucoup plus de désinformations. Le début du siècle, c'est la période de développement exceptionnel de la Russie. Les taux de croissance dépassaient les taux des États-Unis. Ça n'aurait pas dû vraiment... Vive les actions russes, hein, les emprunts russes. Les emprunts russes. Ça n'aurait pas dû terminer, ça s'est terminé d'une manière bizarre, mais le début du siècle, ça a donné les personnages d'exception et le développement de Saint-Pétersbourg d'exception. C'est vrai que le cours de Nicolas II, c'est quelque chose d'époustouflant, mais il faut dire que les fastes de Saint-Pétersbourg du début du siècle, il ne faut pas se limiter à la cour du tsar. Parce que c'était le théâtre. Alors, quand vous dites le théâtre... C'était le mélange, la magie de Saint-Pétersbourg, c'est l'art, la poésie et le théâtre. Ce qu'on appelait il y a quelques années maintenant le Kirov de Leningrad, c'est le théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, ce théâtre absolument extraordinaire qui a formé les plus grands danseurs et surtout les plus grandes ballerines, évidemment, qui ensuite essaimaient sur toute l'Europe et jusqu'aux États-Unis. Oui, citons les noms qui sont condestance. C'est Pavlova, Karsavina, pourquoi ne pas parler plus tard de quelqu'un que j'ai connu, Nureyev, un grand monument aussi de cette période. Et puis ça a donné réciproquement, parce que les va-et-vient entre les Français et Saint-Pétersbourg, c'est particulier.
je vais vous dire quand même, Saint-Pétersbourg a payé ses dettes, puisqu'il a envoyé à Paris quelqu'un qui a ébloui les Français, c'était Diaghilev, avec cette fois-ci Nijinsky, Karsavina et les ballets russes qui ont fait le triomphe au théâtre de Champs-Élysées, et puis tant d'autres à côté, Picasso, Stravinsky, encore une fois, la symbiose de tout, mais le reflet quand même exactement de ce théâtre extraordinaire, avec la tradition qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, l'affinité, disons, tout à fait évidente entre Tchaïkovski et un grand homme de ballet, Marius Petipa. Oui, bien sûr. Parce que dans chaque théâtre du monde aujourd'hui qui compte, il y a toujours la création de Marius Petipa qui a travaillé. Il y avait eu avant Jean-Baptiste Landé, il y avait eu Charles Didlot, il y avait toute une vieille tradition des maîtres de ballet français. Je vois bien que vous connaissez ça parfaitement parce que la première école a été créée évidemment par Catherine et l'histoire que je vous ai racontée à propos de la Chetardie, vous comprenez comment elle a séduit Elisabeth? Parce qu'il y avait à côté non seulement 100 000 meilleurs crus de Bordeaux, mais il y avait aussi le maître de ballet. Et ça, c'est la grande tradition, Marius Petipa, et après les ballets russes, et puis ça va jusqu'à Lifar et Nureyev, ici cette fois-ci. Qui était-il ce Marius Petipa? Parce que lorsqu'on va même aujourd'hui au ballet à l'Opéra de Paris, on a presque toujours chorégraphie un tel, d'après, souvent d'ailleurs Nureyev, d'après Marius Petipa. Mais alors qui est-il? C'est un Marseillais déjà. Un Marseillais qui a débarqué en Russie, qui a passé plus de 60 ans au total, énormément de création là-bas, mais ils ont créé avec l'affinité, lui chorégraphe, Marius Petipa et Tchaïkovski compositeur, énorme Tchaïkovski, grand succès du public, le compositeur aujourd'hui quand même le plus joué du monde, mais comme d'habitude dénigré par les bien-pensants et la critique musicale. Pour se promener le long de la Moïka ou de la Fontanka, il est bon d'avoir un baladeur avec du Tchaïkovski dans les oreilles. Absolument. Parce que vraiment il est l'émanation même de cette ville-là. Absolument. Il y a un très beau livre de Dominique Fernandez qui s'appelle Tribunal d'honneur et qui évoque cette période. Absolument. Avec beaucoup d'inspiration. Qui évoque les turpitudes et les tragédies au fait de Tchaïkovski. Ça c'est l'histoire qui marque l'âme slave et je dirais l'âme de Saint-Pétersbourg. Alors il faudrait parler de tous les autres, il faudrait dire que Saint-Pétersbourg a été une ville martyre, raconter son rôle dans la révolution de 1917 puis dans le coup d'État bolchevique, raconter son rôle encore plus important au moment de la Seconde Guerre mondiale avec ce siège de Saint-Pétersbourg. Tout ça vous le faites très bien Vladimir Fedorovski dans La magie de Saint-Pétersbourg, promenades insolites et splendeurs éternelles. Un mot seulement sur l'influence des Pétersbourgeois aujourd'hui au sein du pouvoir russe, il ne faut pas l'oublier. Autour de Vladimir Poutine, tous les gens viennent de Saint-Pétersbourg. Mais comme d'habitude, vous êtes prémonitoire parce que Poutine considère Saint-Pétersbourg comme la capitale diplomatique du monde. Et pour vous dire vrai, comme il est originaire de Saint-Pétersbourg, il va organiser les sommets l'année prochaine, comme on est à la fin de l'année. L'année prochaine, ce sera certainement l'année de Saint-Pétersbourg parce que les sommets du G8 et du G20 seront organisés dans cette ville inoubliable. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski.